j'ai choisi ce matin de vous parler, c'est un petit peu de ce côté, est-ce qu'on doit être entrepreneur ou pas? Et j'ai vraiment une vision de ce que c'est l'entrepreneuriat, et je vais essayer de vous la partager à ce niveau-là. Alors, pour ceux qui le reconnaissent, Mohamed Younous, qui a dit « Tout le monde a un potentiel entrepreneurial ». C'était depuis des années que je disais ça aussi, et quand j'ai eu la chance de le rencontrer, ça m'a confirmé. Et c'est en fait un prix Nobel de la paix, bon, puis qui a gagné, qui est en fait le fondateur du microcrédit de l'Agreement Bank, là, qui en prétend 35, 50 $, 100 $ dans certains pays, là, qui est capable une famille d'être autonome, de pouvoir élever sa famille ou quoi, donc pour vous dire d'esprit entrepreneurial. Donc depuis longtemps, pour moi, l'homme des cavernes était un entrepreneur. Donc dans la nature humaine, nous sommes tous entrepreneurs à différents degrés, et c'est ça que je vais essayer de voir avec vous ce matin. Et de ne pas dire qu'il y a un type d'entrepreneur qu'on définit, qui a telle caractéristique, telle compétence ou quoi que ce soit. Alors j'ai eu la chance effectivement en 2010 de rencontrer Mohamed, et je lui ai dit, regardez, moi j'enseigne, j'ai des jeunes, donc je vais vous faire le même message que je fais à mes étudiants chaque année. Je dis, qu'est-ce que je pourrais passer comme message? Parce que pour moi c'était un peu mon gourou, là, dans le sens c'était un petit peu mon maître. C'est-à-dire cette personne-là quand même a des centaines de millions de clients par ses gamins de moche. Il a fait quelque chose, il n'a pas gagné un prix Nobel de la paix pour rien. Il m'a dit, Claude, vous êtes dans le milieu universitaire, alors je vous fais ça même si vous n'êtes pas spécialement dans le milieu universitaire. Il dit, vous allez dire à vos étudiants, quand je dis ça, je regarde tous mes étudiants droit dans les yeux, et là je ne peux pas tous vous regarder peut-être. Il dit, regardez, c'est pas parce que vous avez des diplômes, parce que vous êtes plus ou moins intelligent, vous êtes compétent ou quoi que ce soit, que ça vous donne le droit à un emploi. Pas parce que vous sortez d'HEC comme Déborah, que vous avez le droit à un emploi, parce que vous dites, l'autre il a un diplôme de l'UQAM, ou un diplôme de Chicoutimi, ou de Geneviève Cézot, et que ça lui donne un droit d'avoir un emploi, puis moi, j'ai une meilleure moyenne que l'autre. Et le fait d'avoir pu suivre des études, d'avoir une certaine intelligence, d'avoir une certaine compétence dans n'importe quel domaine, ça vous donne l'obligation de créer des emplois, d'être des moteurs de la société, non pas des wagons. Des locomotives dans la société et non pas des wagons. Et peut-être de commencer par son propre emploi. Donc, commencer par peut-être par être un travailleur autonome, d'accord. Et je crois que sincèrement, c'est dans la nature humaine, d'accord. Quand on me dit oui, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, je dis non, par rapport à un certain type d'entrepreneur. Mais tout le monde a ça en soi parce que je ne crois pas que l'être humain, quand il est, on dit bah, toi, tu es fait pour être un employé. Et les petits faits sont venus au-dessus de ton berceau, et on dit bah, toi, tu seras un employé, pas de chance. Je suis avocat, là, je dis bah, on va prendre un recours collectif contre les parents, on va pas donner les bons gènes ou quoi que ce soit, j'aurais dû inviter les petites fées comme dans Walt Disney. Donc voilà ce que nous a dit ne cherchez pas un emploi, créez-le. Alors je pars avec cette prémisse là, pour vous dire que tout le monde a un potentiel, et je veux être clair avec vous. Je dirais c'est comme je chante sous ma douche, pour être franc avec vous. Je vais être un peu intime, ma femme me dit toujours ferme la porte. Mais je chante, je n'ai pas une carrière de Céline Dion. Et laissez-moi chanter quand même. C'est pas parce que je chante faux qu'on va m'interdire de chanter. Alors c'est ça que je veux dire, laissons les gens à développer leur potentiel entrepreneurial, et on va le voir tout à l'heure, on va le retrouver sous différents aspects. Alors l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Et nos sociétés, vous savez, le mot salaire, salariat, travailleur, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Ça date pas de millions d'années, ou de milliers d'années plutôt, on exagérer, millions, de milliers d'années. C'est très récent dans notre société d'avoir des salaires, d'être employé de quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est tout à fait récent. Donc, c'est un état d'esprit d'être entrepreneur, et pour ça qu'on dit des fois, certaines régions, certains pays, certains groupes, peu importe, on dira, tiens, ils sont plus entrepreneuriaux ou quoi. J'étais à la faculté de médecine, j'ai dit, prenez-moi un petit peu une prise de sang pour voir qu'est-ce que j'ai. S'il y a un gène de l'entrepreneuriat, je vais gagner un prix Nobel de médecine. Un ami a trouvé le gène de l'entrepreneuriat, et je voyais tout de suite monter des gènes pharmaceutiques, puis vendre mes gènes, là, tout, à ce niveau-là. Et j'ai dit, effectivement, c'est souvent un état d'esprit. C'est peut-être, là il y a des parents peut-être, ou vous-même des enfants dans vos familles, et c'est sûr qu'aujourd'hui, moi je dis toujours à mes étudiants, prenez encore un recours collectif, vous voyez, je fais toujours mon côté avocat pour avoir des causes, de dire, vous allez prendre un recours collectif contre vos parents, parce que depuis l'âge de 5 ans, ils vous disent tous, elle a des bonnes notes à l'école, elle a une bonne moyenne pour rentrer à HEC, parce qu'il y a une cotère un peu plus élevée qu'ailleurs,
Hein, finis avec une bonne moyenne aussi HEC, parce que tu pourras rentrer chez KPMG, chez L'Oréal, etc. Donc depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 22-23 ans, vos parents vous poussent à dire l'avenir, tu auras un bon emploi, tu auras une bonne job. Vous vous rendez compte? On se bat contre ça, nous les entrepreneurs, à stimuler l'esprit entrepreneurial dans notre société, contre 17 ans des gens qui ont été élevés à leur dire c'est ça l'avenir, tu auras une bonne job. Et c'est sûr qu'en tant que parent, on veut toujours que nos enfants aient un bon emploi. Ben, on aurait peut-être pu leur dire aussi, sois autonome, sois responsable, sois maître de ta vie, et les mains sur le volant de ta vie. Hein, on aurait pu aussi peut-être un peu compenser ça. D'autant plus, mauvaise nouvelle pour les jeunes dans la salle, les emplois vont disparaître. Dans l'avenir, il va en avoir de moins en moins d'emplois. Vous connaissez tous la rue Sainte-Catherine, tout ça, ça va fermer là. Hein, tous les commerces de détail ou quoi. Notre économie est dans un grand virage, on va avoir moins d'emplois. On va être là, sur la terre, pourtant non. Et il va falloir que le côté emploi en soi va être de moins en moins une chose comme après la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, durant les 30 glorieuses, au moment où tu n'étais pas trop idiot, tu trouvais une job. Tu finissais à un moment avec un diplôme universitaire, tu avais une très bonne job. Je reviens d'Europe, là j'étais encore il y a 15 jours, ils ont 27 maîtrises, 14 doctorats, ils sont au chômage aujourd'hui. Attendez, donc c'est pas que l'éducation qui permet d'avoir un emploi aujourd'hui. Et ça se généralise. Je sors de grandes écoles, la française, où je faisais des conférences. Avant, vous sortiez d'HEC Paris, de l'ESCP, tout ça, il n'y a pas de problème. Le reste de ta vie, tu avais une job. Aujourd'hui, les jeunes disent on n'a pas fait des stages, hein, en dessous du salaire minimum. Ils sont rendus à leur 27e stage. Tu sais, enfin, 45 ans, là, tu n'es même plus un tanguy, tu es un stagiaire à la vie. Métier stagiaire. Alors, c'est un état d'esprit qu'on va essayer de développer. Et, première chose, souvent on me dit ouais, mais les entrepreneurs, vous êtes un peu des grandes gueules, vous avez un peu un ego. Ben, je dis oui. Moi, des entrepreneurs humbles, timides, c'est pas une question d'être timide ou pas, hein, mais humble, quoi, je dis, j'en connais pas. C'est vrai, à un moment, on a osé. Hein, on a osé. On est un petit peu dans cette situation-là, hein, de s'affirmer. Comme je dis souvent, les grandes entreprises ne sont pas nées grosses, elles sont toutes nées petites. Si vous prenez un petit peu l'historique des grandes entreprises qu'on connaît, genre Microsoft, qui a attendu à peine 7, 8, 10 ans, qui avait des procès comme monopole de situation, les États lui donnaient à Microsoft des pénalités de 250 millions en Europe, aux États-Unis, si sûr. Après ça, vous avez Google qui est arrivé. Regardez le pouvoir de Google aujourd'hui. Alors Microsoft, il lui a fallu 20 ans pour prendre le pouvoir, hein, monopolistique, presque à un moment on avait peur, les gouvernements avaient peur, ils disaient situation monopolistique. 10 ans pour Google de devenir effectivement le moteur de recherche le plus puissant au monde et que tout le monde est... 5 ans pour Facebook. Il a fallu 5 ans pour Facebook pour s'affirmer. Groupon, bon, qui est peut-être autre chose, il leur a fallu 2 ans pour faire $1 milliard de chiffre d'affaires. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une entreprise qui naissait de rien, de zéro, arrivait après 2 ans à faire $1 milliard. Regardez la rapidité aujourd'hui. Ben, ces gens-là, quand ils ont commencé, que ce soit Mark Zuckerberg de Facebook dans sa petite chambre à Harvard, il y en avait déjà, et quand je demande ça à mes étudiants, ils n'ont jamais entendu parler de ça, ça s'appelait Yahoo. Puis même avant Jésus-Christ, mais avant Yahoo, il y avait Alta Vista. Il y en a peut-être parmi dans la salle qui ont connu Alta Vista. Hein, et c'était le monopole, Alta Vista. Oh. Yahoo, quand ils sont rentrés en bourse, c'était 1500 fois leur profit annuel, leur cote boursière. C'était dingue. Quand vous aviez GM qui était à 15, eux ils étaient à 1500. Aujourd'hui, Yahoo, il n'y a pas beaucoup de gens qui investiraient sur les actions de Yahoo. Hein, pour vous dire comment tout va vite, ben, ils ont commencé comme ça, ils ont commencé petit. Il y a toujours un gros devant eux. Il y a toujours eu des gros. Alors, il faut s'affirmer. Dire, j'ai pas peur, moi de GM, on va fermer de GM. Je vais lancer ma compagnie même d'automobile. Chrysler, Tesla. Ouais, regardez un petit peu ce qui s'est passé avec BlackBerry ou quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui sont arrivés, mais on pourrait dire, bah oui, mais BlackBerry, ils sont là, ils sont trop gros, prennent le monopole, on ne pourra jamais rien faire. Ils sont là, ben non. Hein, c'est ça d'être entrepreneur. Donc vous voyez l'état d'esprit qu'il va falloir développer. Alors, tout le monde le connaît naturellement, et depuis longtemps, moi je disais autre chose, mais quand je suis tombé sur sa citation, ça m'a fait plaisir, puis je dis, oh bah, je vais surfer un petit peu sur sa citation. Donc, notre ami Steve Jobs, qui était, vous vous rendez compte, l'entreprise la plus élevée en bourse actuellement aux valeurs boursières, c'est Apple.
C'est un maniaco-dépressif, arnaqueur, et tout ce que vous pourrez trouver, enfin, quand j'ai arnaqueur, pas arnaqueur, mais au niveau des gestions des ressources humaines, c'est pas le modèle, c'est pas ce qu'on enseigne à HEC, je dis peut-être on pourra enseigner ça. Il était quand même très particulier comme personnage, comme entrepreneur. Alors il nous dit, c'est le fun d'être un pirate. Alors, j'aime pas trop le mot pirate parce que je suis prêt à être un marginal en tant qu'entrepreneur, mais pas à ce point-là. Je ne veux pas être un voyou, je ne veux pas être devant la commission Charbonneau. Alors, je préfère dire je suis un corsaire quand je suis un entrepreneur. Donc je dis souvent aux gens, je dis regardez, les entrepreneurs, on a deux modèles. Nous sommes les corsaires. La différence entre un corsaire et un pirate, c'est que le corsaire, il agit un petit peu comme un pirate dans ses tactiques, mais au nom du roi. Au nom d'une certaine légalité entre guillemets. Et qu'est-ce que c'est d'être corsaire? C'est d'un petit peu pousser toujours à la limite les choses, de remettre en question les lois même, de rentrer par la petite porte quand la grande porte nous est interdite, quand la petite porte nous est aussi interdite, de rentrer par la fenêtre, et quand la fenêtre on la ferme, on rentre par la cheminée. On ose à chaque fois de pousser un petit peu, sans être un voyou, sans être un gangster, sans être un voleur, d'accord, de pousser toujours un petit peu. Et il faut, ça c'est un état d'esprit aussi d'être comme ça. Et je veux dire, il y a 15 jours, donc je faisais une conférence en France, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu, je faisais une conférence avec un vieux monsieur, j'avais peur qu'il soit tellement vieux, j'ai dit, on m'a foutu un plus vieux que moi, qu'est-ce qu'ils ont trouvé 89 ans, Yvan Gattaz, ancien président du MEDEF français, du patronat français et tout, d'une vivacité, j'ai dit, si je peux tenir jusqu'à 89 ans comme lui, ma vie est parfaite. Et effectivement, je lui disais, être corsaire, c'est ça et tout, et il a levé la main, il était à côté de moi, il dit, monsieur Alain a raison, il dit, je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dite. Quand j'ai démarré mon entreprise en 1953, je me permets de le dire parce que on était les deux, donc c'est pas du oui-dire que je suis en train de vous dire. Il dit, avec mon frère, quand on a démarré, on a mis une mauvaise adresse, une fausse adresse pour toucher une subvention. Alors ça me fait penser souvent à mes étudiants qui me disent, ah le CLD un tel, ta mère elle habite pas l'autre côté de la rue, inscris-toi en entreprise de l'autre côté de la rue, il y a des subventions. Vous voyez le côté corsaire un petit peu? C'est pas méchant, c'est pas voyou, c'est pas, ça permet de démarrer une entreprise, d'accord? Mais il faut avoir cet esprit-là, plutôt que de dire, je suis du mauvais côté de la rue, moi j'ai le CLD un tel, et eux ils ont plus d'argent dans ce domaine-là, puis l'autre CLD de l'autre côté il en a, je suis mal tombé mon adresse. Bon, j'aurais dû louer en face. Vous voyez l'état d'esprit. Donc soyons des corsaires. Deuxièmement, soyons des samouraïs. Le samouraï est le seul soldat guerrier de l'histoire de l'humanité qui n'a pas de bouclier. Quand il part au combat, il n'a pas de bouclier. Les Romains avaient des boucliers, les Grecs avaient des boucliers, les chevaliers du Moyen-Âge avaient des boucliers. Le samouraï n'a pas de bouclier. Pourquoi il n'a pas de bouclier? Parce qu'il a 3 sabres. Un dans chaque main. Ça fait que quand tu attaques, ça impressionne un peu. Des têtes, tu peux en couper un peu plus. Avec 2 sabres à la main. Et il a son 3e sabre à la ceinture. C'est qu'il n'a pas peur de mourir. Alors, je ne dis pas que nous sommes suicidaires, les entrepreneurs, on n'a pas peur de mourir. C'est de dire quoi? C'est qu'en tant que soldat, lui, quand il part à l'attaque, c'est pour gagner. Et vous ne pouvez pas le menacer de le tuer, de le faire prisonnier. Il dit, moi, de toute façon, je vais le faire harakiri. Donc, je n'ai pas peur de mourir. Donc, il focalise toute son énergie à dire, je vais gagner. Et ça, on le retrouve un petit peu dans certains milieux où on va vous dire, en tant que jeune entrepreneur ou entrepreneur, mais ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas, c'est pas possible, et on y va quand même. Donc, comme le samouraï qui serait tout seul face à une armée, je ne sais pas si vous avez vu le film Samouraï avec Tom Cruise un petit peu, là. À la fin quand ils chargent, ils n'ont aucune chance, mais ils y vont quand même. Alors bon, c'est un petit peu peut-être suicidaire dans ce cas-là, et c'est de savoir, de dire, j'ai pas peur de mourir, donc vous ne pouvez pas me menacer. Et on le voit un petit peu, nous, cet aspect de se dire, en tant qu'entrepreneur, si j'ai un conseil à vous donner, regardez ce que vous pouvez perdre. L'histoire du risque, ça c'est les gens qui ne comprennent rien en entrepreneuriat qui parlent de risque. Il n'y a pas de risque en entrepreneuriat. C'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre par rapport à ce que je suis prêt à gagner. Donc c'est purement subjectif. Il n'y a aucun projet en soi qui est plus risqué ou moins risqué. C'est qu'une question subjective. D'accord? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre moi par rapport à ce que je suis prêt à gagner? Et c'est pour ça que vous avez certains entrepreneurs où tout le monde autour va leur dire c'est impossible, ça ne marche pas, il n'y a aucune chance, il y a si, il y a... Et j'y vais quand même.
Parce que ce que j'ai à perdre, c'est pas si grave, ou je suis prêt à le perdre. Comme le samouraï qui est prêt à mourir, il est prêt à charger. Alors voilà mon allusion. Donc soyez des samouraïs, et vous voyez encore, c'est un état d'esprit d'être un pirate à samouraï. Alors là, je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais essayer de ne pas trop déborder non plus. On va parler de profil. Quand je vous dis que tout le monde a un potentiel entrepreneurial, c'est ça que j'aimerais que vous retrouviez, entre guillemets, en vous, là, dire, même si vous n'avez jamais entrepris, vous ne pensiez pas entreprendre, dire, ah ouais, moi je serais peut-être plus de ce type-là. Mais comme je vous dis, il n'y a pas des bons types et des moins bons types. Il y a différents types, et j'ose dire des fois, il y a autant de types d'entrepreneurs qu'il y a d'entrepreneurs. C'est unique. C'est qu'est-ce que vous allez faire avec votre expérience, votre formation, vos ressources, votre réseau. On parlait du réseau avec Déborah. C'est ça, c'est unique un projet. Il n'y a pas un modèle à copier, à cloner. C'est ce que vous avez un contact. Alors l'autre fois, j'avais une personne qui dit, bah oui, mon père, c'est le président d'un tel, ça m'aide. Bah oui. Et je dis, moi, mon père, c'était un menuisier, admettons, bah, dans le bois, j'avais des contacts. Toi, tu les as pas. Hein. Donc vous allez toujours trouver quelque chose de plus qui vous est particulier, que ça soit un contact, un réseau, une ressource, une formation, une expérience, vous parlez une langue, ou je ne sais quoi, mais c'est ça qui va faire votre projet. Et ce n'est pas un projet qui est là bâti de façon extérieure à vous, puis dire voilà toutes les choses qu'il faut. Donc mon premier modèle de profil d'entrepreneur, c'est ce que l'on appelle l'entrepreneur expert. Donc c'est celui qui a une expertise professionnelle. J'ai pris ici le meilleur ouvrier de France en pâtisserie. C'est sûr que si cette personne-là vient voir un CLD ou vient voir Chafric ou je ne sais quoi, et qui lui dit je veux monter une pâtisserie à Montréal et je suis le meilleur pâtissier de France au concours 2014, il va être crédible. D'accord ? Et on va nous dire bon, il n'est pas fou, il doit connaître ça, il a fait des études, il a fait des stages, il a fait une certaine formation pour ça. Alors son avantage, vous allez voir avec mes 4 profils que je vais vous proposer, ils ont des avantages et des inconvénients. L'avantage de celui-là, il est crédible dans ce qu'il veut faire. Si c'est pour monter, je ne sais pas, moi, un bureau d'avocat, on va peut-être se poser des questions pour ce pâtissier-là. Comme un avocat qui démarrait peut-être une pâtisserie, on pourrait se poser aussi des questions. Donc lui, il crée parce qu'il a une certaine expertise. Par contre, il a un petit défaut. Il a un petit défaut et vous seriez peut-être parmi ces gens-là qui sont ici aujourd'hui ou quand je fais des conférences, c'est qu'il a mis tellement d'années à avoir cette expertise dans son expérience professionnelle, qui pense que le métier d'entrepreneur, il doit acquérir lui aussi autant d'expertise. Donc ça, c'est les gens qui sont tous dans les CLD, chez Chafric et tout, qui viennent acquérir, dire c'est un métier d'entrepreneur, il faut que j'apprenne. Il faut que j'aie une expertise parce qu'il valorise les talents. Je ne suis pas en train de critiquer, c'est juste en train de vous démontrer le type d'entrepreneur, d'accord ? C'est normal. Ils ont mis des années à avoir une formation professionnelle et tout. Ils disent c'est un métier. Et vous en avez d'autres qui se lancent du jour au lendemain. Quand Mark Zuckerberg, il y a 18 ans, il s'est lancé avec Facebook. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai une expertise, j'ai 3 PhD en gestion. Même s'il était en première année d'Harvard, il a fini juste la première année d'Harvard. Donc il n'avait sûrement pas une expertise. Alors il avait peut-être une expertise un petit peu, comme un petit peu Bill Gates aussi, peut-être en informatique ou quoi que ce soit. Mais quand ils se sont lancés en entrepreneuriat, ils n'ont pas été ces gens-là suivre une formation de 6 mois, 1 an, 2 ans ou un diplôme à HEC en entrepreneuriat. Donc pour vous dire, je ne suis pas contre ça vu que j'enseigne à HEC, mais ça correspond à un certain type de personne. Deuxième personne, type profil d'entrepreneur, ce qu'on appelle le profil de l'entrepreneur militant. Ça, c'est celui qui a une idée et qui la lâche plus. Alors, j'ai eu la chance, moi, dans l'émission Dans l'œil du dragon, d'être le conseiller au contenu, et je sélectionnais les entrepreneurs qui venaient proposer leurs projets pour passer dans l'émission. Et les petits vieux de 80 ans qui arrivaient avec leur femme. Ça fait 63 ans que je suis sur mon projet. Et sa femme me disait, prenez-le, monsieur Anatoul, je peux plus, j'en peux plus. On n'est jamais parti en vacances. Il a mis tous ses REER là-dedans. Il ne parle que de ça. Il passe ses nuits en bas dans le sous-sol à peaufiner son truc depuis 63 ans. Alors, la force de ces gens-là, ils sont persévérants. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est une qualité, des fois, entrepreneuriale, d'être persévérant, de ne pas s'arrêter au premier obstacle. Sauf à quel moment ça devient des obstinés, qui lâchent plus, qui ne savent plus peut-être s'adapter, ou dire il n'y a rien à faire, il n'y a pas de besoin à compter là-dedans. Alors vous voyez, leur force, c'est, oui, côté persévérance, à un moment ça tombe
un petit peu dans l'obstination. Et deuxième défaut qu'ont ces gens-là, quand je dis défaut entre guillemets, j'aime pas, je vais retirer mon mot défaut, mais un petit côté négatif à leur personnalité, et il y en a comme ça, et qui réussissent très bien, attention, hein, c'est ce côté de dire, ils n'acceptent pas les conseils. Donc ça, c'est pas des gens qui viennent ici. Quand je dis ici, là, dans les organismes de soutien à l'entrepreneuriat. Parce qu'à un moment, ils ont tellement une foi que si vous leur dites moindrement quelque chose qui est en dehors de ce qu'ils pensent, vous dire, toi, tu comprends pas, tu crois pas. Tu n'es pas dans le milieu. Vous savez, ça serait comme un hyper croyant. Tu dis, bah, explique-moi ton Dieu, explique-moi ta religion. Tu dis, oui, mais tu peux pas croire. Tu crois pas en Dieu, donc ça marche pas. Je ne pourrais pas t'expliquer. Vous voyez un petit peu ce côté, je m'excuse de parler de religion là-dessus, mais c'est ça, hein, c'est des militants, quoi. Alors, à un moment, ils vont vous exclure à toute forme de conseils, de mentorat, de coaching ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne veulent pas changer. Troisième, donc, entrepreneur, parce qu'il croit. Troisième profil, c'est notre entrepreneur, ce que j'appelle opportuniste. Opportuniste, dans le sens qu'il voit quelque chose à faire, il voit un besoin. Je dirais c'est un petit peu la personne là, qui repère des coups à faire. Alors, mon plus vieux copain du Québec, moi ça fait depuis 1968 que je suis au Québec, 63 ans, mon meilleur copain qui a 63 ans, il vient chaque année en train de me dire « Claude, j'arrive à la retraite, j'ai rien comme argent, ça a été un gars qui a batifolé un petit peu, butiné un petit peu à droite, à gauche. Il dit, t'as pas un coup là, t'as plein d'idées, je peux pas faire vite un coup en une année, devenir millionnaire, et puis comme ça Alors il cherche le coup à faire. Alors ce type d'entrepreneurs là, c'est ceux qui vont être leur point fort, ils sont très forts pour faire des plans d'affaires, pour faire des prévisions budgétaires. Je vais avoir un RIO, un retour sur investissement, ROI, un retour sur investissement de 27%. Alors j'ai fait mes calculs, j'ai fait des projections sur 5 ans, je gagnerai 27 millions dans 5 ans, tout est prévu dans le plan d'affaires. Et leur faiblesse, c'est qu'ils s'aperçoivent très rapidement, ça ne rapporte pas 27%, ça ne rapporte que 17%, et là ils disent, c'est plus intéressant. J'allais viser pour 27. Donc vous voyez, il y a cette force et cette faiblesse. Ils manipulent très bien les chiffres, ces gens-là, sur le rendement des choses. Très financier. C'est pour ça que j'ai mis un peu des billets de banque ou de l'argent et tout. Là, mon taux de rentabilité sur l'effort que je mets ou quoi que ce soit. Puis ça marche. Il y en a qui réussissent très bien comme ça, plus ou moins court terme. Et mon dernier, c'est ce que j'appelle mon profil de l'entrepreneur créateur. C'est celui qui, par plaisir de créer, et c'est ce que j'appelle avec mes étudiants les demi-dieux. Je ne leur dis pas des dieux parce qu'ils ont déjà la tête assez enflée, mes étudiants, je dis juste des demi-dieux. Parce que pour moi, c'est vraiment un critère, on le verra un petit peu plus tard, que l'entrepreneur, c'est une personne, en soi, là, qui amène quelque chose à la société, qui amène un changement, qui amène une innovation. Alors vous avez même des entrepreneuriats, de l'entrepreneuriat social, philanthropique. Je dirais même, on a un politicien parmi nous, on a pu assez, ça me fait plaisir, je me suis dit politicien là, on peut avoir des entrepreneurs politiques, des gens qui veulent effectivement changer la société. Pas spécialement de s'en mettre plein les poches ou quoi, mais vraiment de dire je suis là, puis j'ai une vraie vocation. Et on en a de moins en moins malheureusement, à cause de nos systèmes, là, on en a de moins en moins, et puis on a dans notre histoire des gens comme ça, qui sont partis de rien, de zéro, qui n'ont pas de parti politique et tout, qui ont dit moi je veux changer la société. Alors, si c'est pour la changer pour le bon, ça fait des bons entrepreneurs politiques. Il y en a malheureusement des fois, c'est pour changer, genre dictature ou quoi, là on a des exemples dans le monde entier, là, c'est peut-être pas pour le bon de la population. Mais il y a un côté entrepreneurial quand même aussi, à la limite, mais il est amené dans une voie négative de l'entrepreneuriat. Donc ces gens-là, c'est l'entrepreneur créateur, c'est par plaisir de changer son environnement, d'amener des choses nouvelles, de combler des besoins de la population, besoins commerciaux, sociaux, je ne sais quoi, d'accord. Et il y a ce goût-là, un petit peu un demi-dieu, comme j'aime dire aussi à mes étudiants. Je m'excuse de toujours parler à mes étudiants parce que je suis un prof qui donne 20 cours par an. Le record mondial des cours donnés dans les universités, en général, la moyenne c'est 4 cours par an qu'un prof donne. J'en donne 20, je ne dis pas ça par prétention, parce que c'est par plaisir d'avoir le maximum d'étudiants que je peux essayer d'aider dans ma vie. Et ce côté donc entrepreneur-créateur, c'est de dire, vous savez, Dieu créa la terre en 6 jours, le 7e il se reposa, et le 8e jour, comme ça il ne tentait pas de recommencer à travailler, il remit la terre aux mains des entrepreneurs. Donc le monde qui existe... On parle
parle de notre homme des cavernes, le monde qui existe a été bâti par les entrepreneurs. Les tables, ça ne pousse pas dans les arbres. Donc on a bâti, on a changé, on a évolué par rapport à d'autres espèces vivantes, animales ou autres, qui ont pas plus ou moins évolué. Nous, on a changé le monde. On est des demi-dieux à ce niveau-là. Alors on va le retrouver, on le voit souvent, c'est un petit peu les serial entrepreneurs. Des gens qui ont créé plusieurs entreprises dans leur vie. Et puis vous êtes dans le social aussi, des entrepreneurs sociaux qui sont des fois des serial entrepreneuriats social, qui ont créé plusieurs organismes sociaux dans leur vie. Alors ça, c'est mes 4 premiers profils. Et là, je vais passer à une forme d'anatomie des entrepreneurs. Parce que comme je disais, à un moment, j'étais à la faculté de médecine, puis j'ai dit, bon, faites une prise de sang, là, si on pouvait avoir, parce que mon but dans la vie à l'âge que j'ai maintenant, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Je crois qu'une société entrepreneuriale avec un esprit entrepreneurial, d'accord, surtout chez les jeunes, avec nos Y, là, ils ont pas mal d'aptitudes pour ça, là, ils veulent mener leur vie. Là, de plus en plus, ils veulent être libres. Je dis, mon objectif dans la vie, c'est de créer une ambiance, un esprit entrepreneurial dans une société, peu importe, que ce soit au Québec, Canada, mondial, à n'importe quelle échelle, régionale, ça peut être sur Montréal ou quoi que ce soit, ou dans une communauté, d'accord, de stimuler ça. Et je me suis aperçu que c'est pas en donnant des cours de droit, des cours de comptabilité qu'on allait former plus d'entrepreneurs. On peut aller beaucoup plus à la base, aller chercher des choses anatomiques. Et là, j'ai 3 choses à vous proposer. Développer votre sens de la curiosité. Malheureusement encore, bien souvent, dans certaines familles, on vous a dit quand vous étiez petit, la curiosité est quoi? Et voilà, attaquez vos parents. Il y a plusieurs qu'on leur a dit, il ne faut pas être curieux. Être curieux, ce n'est pas regarder dans un trou de serrure, dans une chambre à coucher, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pas une curiosité entrepreneuriale. Ça s'appelle du voyeurisme. Bon, alors, sérieusement, c'est d'être curieux envers les autres. Vous êtes assis à une table, tout à l'heure, Déborah parlait de ça, de le réseautage, vous êtes dans un avion, les gens adorent parler de leur métier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et votre vol Paris-Montréal 7h30 va passer très rapidement. Dans un autobus, peu importe, dans le métro, bon, paraissez pas trop fou de dire bonjour à tout le monde ou quoi, mais sérieusement, dès que vous allez dans une ville, d'aller dans un salon qui a lieu actuellement, moi, à chaque fois que je passe dans une ville, je regarde la liste des salons quand je passe dans la ville, puis je vais passer à 1 heure, 2 heures sur un domaine que je connais pas du tout. Hein, c'est ça être curieux. C'est sortir de sa zone de confort. C'est pas d'aller chercher un peu plus d'informations dans notre milieu. C'est de prendre un truc qui n'a rien à voir avec notre milieu professionnel, votre hobby ou quoi que ce soit, juste d'être curieux, de découvrir des choses. On a, alors comme je dis aussi à mes jeunes, hein, quand je dis mes jeunes, c'est grâce à Google, regardez aujourd'hui l'accès qu'on a à l'information. On peut tout savoir de chez soi à 3 h du matin parce que vous êtes un peu insomniaque et puis vous pouvez encore apprendre des choses ou découvrir des choses. Ça vous arrive tous d'être sur Google, d'avoir commencé sur un mot et puis 3 h du matin, vous êtes sur une page. C'est quoi je cherchais à minuit en fait Alors on a plein d'outils comme ça, la mondialisation des choses, on peut communiquer à distance. Je vous dis, un insomniaque, il y a toujours une autre personne à Paris, c'est 9 h du matin pour lui, quand vous, c'est 3 h, donc on est en temps réel. Il n'y a pas de problème. Donc développer la curiosité chez les gens. Et c'est loin d'être un vilain défaut, au contraire, une très belle qualité. Goûter des choses. Moi, les gens qui me disent « Non, j'aime pas, t'as déjà goûté ?»« Non, mais j'aime pas. » Le pauvre. Là, il a un effort à faire pour développer un peu sa curiosité. On en a trop encore de gens comme ça, hein, qui sont fermés au changement, fermés à la découverte, apprendre une autre langue, parler à d'autres gens, n'importe quoi. Bon, deuxième critère anatomique, j'ai appelé ça le muscle. Le premier, c'est le sens de la curiosité. Le deuxième, c'est le muscle. Au niveau anatomique, c'est ce qu'on a tous entre les 2 oreilles. La faculté de médecine m'a dit non, Claude, il n'y en a pas de muscle dans le cerveau. On a cherché, il n'y en a pas. Ben, ici, il y en a. Il s'appelle créativité. D'accord? Donc c'est un muscle qu'on a, que comme tout muscle, si vous ne développez pas ce muscle-là, la créativité, il s'atrophie. Hein, comme tout muscle. Si vous le travaillez pas. À l'inverse, vous pouvez devenir le Schwarzenegger de la créativité. Et plus vous allez effectivement travailler votre créativité, quotidiennement, à tout moment dans votre vie, ce muscle-là va être de plus en plus fort. Comme il va être de plus en plus fort, vous allez être de plus en plus créatif. Et à un moment, votre environnement va dire « Comment ça se fait que tu as des idées comme ça? Comment ça se fait que tu as vu ça comme ça ?» Ben oui, parce que j'ai travaillé mon muscle.
je peux soulever des poids un peu plus élevés que celui qui ne travaille pas ce muscle-là. Donc aujourd'hui à HEC, dans notre parcours entrepreneurial, on a une formation comme ça, pendant 6 jours intensifs. Je viens d'en finir une là, au mois de juin, du 12 juin au 19 juin. On casse les paradigmes de nos étudiants, parce qu'on a tous des paradigmes, d'accord, sur la créativité, de voir les choses autrement. Et c'est effrayant comment on a tous des paradigmes, même si j'enseigne ça, je me bats quotidiennement moi, sur les paradigmes que j'ai. Hein, façon de voir les choses, que l'on voit toujours la même chose, même si c'est autre chose qui est là, mais non, nous on le voit d'une certaine façon. Et ça, il faut se battre. Alors, par la curiosité, ça nous permet des fois, souvent, d'alimenter cette créativité. Et la dernière chose, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, en fait, ça n'existe pas le risque en entrepreneuriat. Les entrepreneurs ne sont pas des gens qui prennent plus de risques, moins de risques, des risques calculés. Tout ça, c'est de la littérature je ne sais pas d'où ça vient. Quand je parle à des chercheurs, je sais que vous n'avez jamais été dans le milieu de l'entrepreneuriat. Nous, c'est le sens de la sensibilité à la perte. Qu'est-ce que je voulais expliquer tout à l'heure? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre par rapport à ce que je peux gagner, et c'est subjectif. Donc vous avez un certain nerf. J'expliquais ça tout à l'heure en Viette, un petit peu, ma grand-mère, elle, pouvait mettre les mains dans de l'eau chaude. Et quand je dis de l'eau chaude, brûlante. Parce que depuis qu'elle était petite, elle faisait la vaisselle à l'eau chaude. Et quand elle lavait le linge, elle lavait le linge à l'eau chaude. Aujourd'hui, une mère de famille de 25 ans, de l'eau chaude, même du thé, tu ne peux pas mettre trop les doigts dedans. Parce que, effectivement, les nerfs de ma grand-mère, bah, ils avaient été atrophiés, elle devait tellement les mains dans l'eau chaude qu'elle pouvait supporter. Donc plus une personne va entreprendre dans sa vie à son niveau, pas que vous brûlez au 3e degré, parce que là après vous ne pourrez plus rien toucher, mais doucement vous habituer à perdre certaines choses, et vous savez, c'est comme dans notre vie personnelle. Combien il y en a parmi vous qui se sont jamais dit oh, j'aurais dû quitter mon emploi bien souvent avant que je l'ai quitté, mais j'osais pas, j'avais peur d'avoir peur. J'aurais dû quitter mon conjoint ou ma conjointe depuis longtemps, mais j'osais pas. Hein. J'aurais dû faire ça, mais j'osais pas avant. Alors faites-le à petit degré, vous allez voir bien souvent votre peur de la souffrance que vous allez avoir ou quoi que ce soit est beaucoup plus supportable que vous pensiez. Et à un moment, vous devenez presque insensible à certaines choses. J'ai la santé, un cerveau qui fonctionne encore. Et regardez les grands entrepreneurs qui ont tout perdu, qui du jour au lendemain remontent. C'est ça, parce qu'ils disent, mon intelligence, mon réseau, on parlait du réseau de Déborah tout à l'heure, je l'ai encore là. Comme je dis à mes étudiants, demain, si vous démarrez une entreprise et que vous faites faillite, HEC n'a jamais rappelé les gens qui font faillite diplômés d'HEC, renvoyez-nous votre diplôme, il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est votre diplôme, vous l'aurez à vie. Votre MBA d'HEC, que vous ayez fait 12 faillites, on va s'inquiéter un peu, on va dire peut-être que l'enseignement n'est pas parfait, mais on ne vous redemandera pas, d'accord, c'est acquis ça, il y a des choses acquises à ce moment-là. Donc on peut développer ce nerf un petit peu de la sensibilité à la perte, et doucement. Alors faites-le à votre degré, là c'est pareil. Je pourrais vous dire rapidement, il y a 6 choses qu'on peut perdre dans la vie. Il y a l'argent, côté monétaire. Je quitte ma job pour entreprendre. Je mets mes économies, je vis de mes rires, je prends une hypothèque sur ma maison. Donc il y a tout un aspect monétaire. Je connais des gens, et ce n'est pas une question de fortune, qui sont prêts à tout mettre, et tout mettre de votre fortune, peu importe le montant, c'est ça qui est important. On aura peut-être des banquiers tout à l'heure. Si je dis je veux 10 millions et j'en mets qu'1 million dans mon projet et je viens vous en prêter 5, ils vont paniquer. Ils vont dire pourquoi ils ne mettent pas ces 5 à 10? Si je dis j'ai 10 000 et je mets 10 000 et puis j'ai vendu mon laptop, j'ai tout vendu et je mets tout dans mon projet, ils vont dire au moins il ne va pas quitter le navire à la première petite vague, au premier petit récif, il va rester. D'accord? Donc vous voyez, ce n'est pas une question de montant, c'est une question est-ce que je suis prêt à mettre. Donc il y a l'argent. Vous avez aussi le temps. Et ça, vous pouvez avoir 63 ans comme moi ou 18 ans, il y en a qui ont du temps, puis d'autres qui ne veulent pas mettre de temps. Mon copain de 63 ans qui a le même âge que moi, qui veut vite faire un coup, lui il me dit c'est dans l'année il faut que je devienne millionnaire. Il ne faut pas lui dire tu vas mettre de 3 ans. Puis avec mes jeunes, je ne leur dis pas de 3 ans, c'est trop long de devenir millionnaire en 3 ans. Alors, pour vous dire, la notion de temps, elle est très subjective aussi. Certaines personnes sont prêtes, et puis j'ai des retraités, ça va finir bientôt. J'ai des retraités aussi qui vont vous dire moi j'ai 2-3 ans pour monter je touche mon fonds de retraite et tout, j'ai le temps. Hein, donc vous voyez, ce n'est pas une question d'âge ou quoi que ce soit. Il y a aussi la famille, les relations de famille. Vous êtes marié, je dis souvent aux jeunes entrepreneurs, femmes ou hommes, le job c'est fini, la blonde c'est fini. Je dis comment ça? Ben, je dis oui, parce qu'à un moment il va falloir que tu choisisses. Les gens qui me disent tous
oui, on va essayer de faire un équilibre famille. Non, c'est pas vrai ça. Pas la vraie vie d'un entrepreneur. C'est qu'à un moment, ce soir, c'est l'anniversaire de mariage avec ta femme de 5 ans, et tu es obligé de lui dire, j'ai mon client chinois, japonais qui arrive en ville, j'ai un bon contrat, c'est lui ou toi. Si tu veux qu'il y ait un toi demain aussi, il faudrait peut-être que j'aille ce soir avec le chinois. Alors, effectivement, il y a un choix à un moment, et c'est là que vous allez voir si la personne est engagée entrepreneurialement ou pas. Hein. Là, c'est là qu'on verra, il n'y a plus d'équilibre, famille, les fins de semaine, je ne travaille pas ou quoi. Oui, on peut aménager son temps, mais c'est quoi qui va passer en priorité? Et au début, la priorité, c'est le projet. C'est le bébé. Et lui, parce qu'il a besoin d'oxygène tous les jours, toutes les heures. On ne peut pas dire, oui, le mois prochain, on verra ça pour le bébé, il sera mort. Alors, très important. Après la famille, vous avez, donc on a l'argent, le temps, la famille. Vous avez aussi ce que j'appelle la santé. Quand j'avais 18 ans, 20 ans, de créer des entreprises, pas de problème. Bon, maintenant, juste le décalage horaire, moi, de là en Europe, je suis crevé, je suis fatigué, il faut une semaine pour m'en remettre. Donc j'ai pu passer des nuits blanches à préparer un projet, à faire un salon toute une fin de semaine. Donc il y a une question de santé. Alors ça va de la santé même physique, mentale, des ulcères, de la pression, d'avoir des employés. Il faut que je paye mes employés jeudi, j'ai pas l'argent pour. Donc vous voyez cette pression au niveau santé. Et les deux derniers, je vais finir avec ça, les deux derniers éléments qu'on peut perdre, c'est la première, la notoriété. Aujourd'hui, moi, c'est là où je suis le plus sensible. Enseignant en entrepreneuriat, imaginez-vous, je démarre quelque chose et demain, ça ne marche pas. J'ai jamais fait de faillite, toutes mes entreprises ont toujours bien marché, je les ai bien vendues. Imaginez-vous, j'en redémarre une aujourd'hui et j'enseigne en septembre et que ça ne marche pas. Et il y a un étudiant sur Google qui dit « Ananou, compagnie ABC, c'est vous ça? Ça a foiré en 3 semaines. Vous êtes un has-been. HEC nous envoie des profs has-been pour nous enseigner. Là. Vous étiez capable à une époque, d'accord, mais maintenant vous n'êtes plus capable. » Et c'est ça qui me touche. Mes collègues me disent, mais c'est pas grave, tu leur expliqueras comment l'échec, parce que j'y crois aussi à l'échec ou aux difficultés. Et je dis, personnellement, moi, ça m'ennuierait. Donc c'est ma sensibilité à moi. Pour un autre, ça serait peut-être pas ça sonnerait. Et dernier point, c'est ce que j'appelle l'estime de soi. Être capable le matin de se regarder dans un miroir et dire, j'ai échoué. Pas grave. Comme je dis aux jeunes, en général, votre estime de soi est assez gonflée pour supporter peut-être cet échec-là. Mais pour d'autres personnes, des fois, c'est dur. Des gens qui ont eu des difficultés d'emploi, quoi que ce soit, qui ne se trouvent pas de... Vous savez, quand on veut que tous nos chômeurs deviennent des entrepreneurs, je dis, j'ai pas de problème. Mais posez-leur cette question, cette sensibilité à l'estime d'eux. Ça fait 2 ans qu'ils cherchent une job, là, on leur met sur un programme STA, et puis imaginez-vous que ça échoue. Qu'est-ce qu'il leur reste, ces gens-là, d'estime d'eux? Personne ne veut m'avoir, puis je ne suis même pas capable d'être autosuffisant de moi-même. Je ne dis pas que c'est interdit que ça soit ce cheminement, mais je dis, travailler psychologiquement avec eux. Est-ce qu'ils ont assez encore d'estime d'eux pour passer à travers ces épreuves-là si elles arrivaient? Parce que si ce n'est pas le cas, ça peut être grave. Vous envoyez des gens carrément dans le mur, je trouve. Alors je termine là-dessus pour vous dire que vous avez tous un potentiel, développez votre potentiel. Ne cherchez pas 140 compétences pour être un entrepreneur, ça n'existe pas. Vous avez peut-être tous une compétence un petit peu au-dessus de la moyenne, mais surtout, même si elle n'est pas au-dessus de la moyenne, qu'elle soit en adéquation avec votre projet. Vous êtes un bon vendeur, vous êtes une bonne personne en communication, vous êtes un bon technicien. Focussez votre projet sur ça, sur ce que vous êtes, et non pas ce que vous devriez être, ou pourriez être, ou ce qu'est l'autre. Vous n'êtes toujours que des pâles copies de la copie d'un autre ou un clone. Merci et soyez des bons entrepreneurs.